l'affaire TM1, c'est parti pour les infos à la une. Attendu depuis décembre 2021, le Conseil supérieur de la magistrature a connu sa première session de l'année 2022. Cela pour statuer sur la nomination du président et du vice-président de la Cour suprême. La session a été présidée par le colonel Assimi Goïta, président du Conseil supérieur de la magistrature. La gestion de projet et la mobilisation des ressources, la question est au centre d'un atelier organisé par l'école de maintien de la paix à Blondin Bay à Sikasso. Le but, renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la conception et la gestion des projets de développement local. Très heureuse de vous retrouver. Bonjour et merci d'être là. Attendue depuis décembre 2021, la première session du Conseil supérieur de la magistrature au titre de l'année 2022 a eu lieu hier. C'était sous la présidence de son président chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Elle a statué sur la nomination du président et du vice-président de la Cour suprême. Mais leurs noms seront rendus publics qu'après le décret présidentiel. Le reportage de Adam Jimdi. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe suprême de régulation de la profession, du coup, le symbole de l'indépendance de la magistrature. L'invitation et tous les autres éléments relatifs au bon fonctionnement de cette corporation y sont discutés. Cette première session du Conseil supérieur de la magistrature de l'année en cours a statué sur la nomination du président et du vice-président de la Cour suprême. Mais leurs noms seront rendus publics qu'après le décret présidentiel. On va attendre que la nomination soit faite par le président, parce que les textes disent que le président et le vice-président sont nommés sur décret du président du Conseil supérieur de la magistrature, donc le président de la transition, sur avis conforme du Conseil supérieur. Et ces nominations étaient fortement attendues, car en décembre 2021, nous avons enregistré le départ à la retraite du président et du vice-président en même temps. Donc l'intérim était assuré par le président de la section judiciaire, M. Fatou Matera. Donc il fallait rapidement permettre à cette institution d'avoir un président nommé qui puisse avoir la plénitude de ses attributions et son impérium. Donc c'est pourquoi nous avons tenu à ce que cette session soit convoquée. Le président a été désigné ainsi que le vice-président. Cela va nous permettre d'aller rapidement à l'organisation de la cérémonie de prestation de serment des magistrats qui ont été nommés à la Cour suprême pour renforcer les effectifs. Donc il y a eu une dizaine de départs à la retraite et nous avons nommé environ 15 magistrats qui sont montés au niveau de la Cour suprême et qui doivent prêter serment avant de commencer à travailler. Les deux premiers responsables de la juridiction suprême de notre pays doivent aussi prêter serment avant leur entrée en fonction. La présente session s'est tenue ce matin à Koulouba sous la présidence du président du Conseil supérieur de la magistrature, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le ministre de la Santé et du Développement social a rencontré les personnes vivant avec le VIH-Sida. La réunion s'est tenue au siège du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Au menu des échanges, les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida au Mali. Le point avec Fantama Magnantao. Il n'y a pas de rupture. Les médicaments antiviraux contre le VIH-Sida sont disponibles. Le réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida s'est dit satisfait par les assurances données par Madame le ministre en charge de la Santé. Nous attendons une réponse rapide de ce qu'ils nous ont promis tout de suite là, parce qu'on a eu à faire des témoignages. On a parlé des problèmes qui nous écœurent aujourd'hui. Ça, c'est le fait que tout le monde puisse avoir et bénéficier des médicaments là où ils veulent. Ce qui est sûr, c'est que nous avons un dispositif national qui est basé au niveau communautaire sur ce qu'on appelle l'approche communautaire, basée sur la dispensation communautaire des ARV. Comment dans la communauté, on peut mettre à disposition les médicaments que chaque personne malade puisse avoir accès à ça. Mettre fin au sida d'ici 2030, le ministre Sangaré est déterminé. Elle passe en revue les actions posées par les autorités de la transition en droite ligne au respect des engagements mondiaux. En termes de médicaments, il n'y a pas de rupture de stock. Le directeur a confirmé tout ce qui nous a rassurés et je voudrais rassurer tout le monde
que la PPM est là et que l'État est là pour garantir aux Maliens quand même la dispensation des médicaments, des soins pour la prise en charge de toutes les maladies. En marge de la réunion, le ministre et son staff ont visité les locaux de la coordination sectorielle de lutte contre les IST VIH-Sida. C'est pour s'enquérir des conditions dans lesquelles le personnel du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida travaille au quotidien. Nous sommes dans la cité des Balanzans. Elle abrite l'atelier d'appropriation du chemin directeur de réconciliation au Mali. Cet atelier est une initiative du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le but est de mettre au même niveau d'information l'ensemble des acteurs évoluant dans le domaine de la réconciliation au Mali. Jacqueline Dakou nous en dit plus. Pour une bonne appropriation du schéma directeur de la réconciliation, le ministère de tutelle initie une formation de 3 jours pour les acteurs intervenant dans le domaine de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale. L'objectif est de permettre aux acteurs d'avoir une compréhension commune et approfondie du nouveau document. Bien entendu, sur le terrain, il n'y a pas que les services publics qui opèrent dans le domaine de la réconciliation. Il y a aussi des partenaires de la société civile, nationaux, internationaux et régionaux, qui aident l'État à atteindre l'objectif de la paix et de la cohésion sociale. Il est donc important que l'ensemble de ces acteurs s'approprient les instruments nationaux, comprennent les orientations stratégiques de l'État et inscrivent leur action dans la droite ligne des priorités et des orientations fixées par l'État. À la fin de cette rencontre, nous sortirons justement renforcés sur le dispositif national en matière de réconciliation et de cohésion sociale, mais aussi et surtout, les acteurs étatiques sortiront ici avec notre lecture et notre façon de voir ce travail-là au quotidien sur le terrain. Au dire des initiateurs, le chemin directeur ambitionne de construire une fondation solide pour un vivre ensemble au Mali dans la reconnaissance et l'acceptation des différences et de la diversité culturelle. Je reste persuadé que des engagements pertinents sortiront de vos échanges qui permettront à chacun, en particulier aux partenaires techniques et financiers, de jouer leur partition et qu'un vivier de formateurs sur le schéma directeur de la réconciliation sera créé à l'issue de cet atelier. Ils sont plus d'une trentaine de personnes venant des structures centrales et régionales rattachées au ministère à prendre part à cette formation. En 3e région, l'identification des facteurs de conflit et l'élaboration de plans d'action, c'est l'objectif d'un forum de 2 jours. Il est organisé par le projet Beni Basigi, mis en œuvre par l'ONG Mercy Corps. Ce dialogue communautaire regroupe les représentants de 5 communes du cercle de Sikasso. Le compte-rendu est de Moustapha Doumbia et de Amadou Dolo. C'est un cadre de dialogue communautaire pour l'identification des facteurs de conflit et l'élaboration des plans d'action. Il est organisé par le projet Beni Basigi, mis en œuvre par Mercy Corps, qui a organisé des cadres similaires dans les 9 communes d'intervention de la région de Sikasso. Faire une restitution des facteurs de risque qui sont revenus au niveau des 5 communes et le nouveau cercle va s'en inspirer pour voir ensemble qu'est-ce qui revient le plus. Et c'est cette base, on va identifier 3 projets d'envergure moyenne. Et ces 3 projets vont nous permettre d'atténuer, de réduire aussi les tensions en lien avec ces facteurs de risque identifiés au niveau de ces communes respectives. Les participants à l'étape cercle de Sikasso du forum de dialogue communautaire sont les maires, les sous-préfets, les représentants des confessions religieuses, des organisations professionnelles et des services techniques locaux. Des participants venus des 5 communes d'intervention du projet dans le cercle de Sikasso qui sont Blendjo, Miria, Danderesso, Cléla et Dogoni. La démarche est appréciée par l'autorité administrative. Le premier conflit, c'est généralement les conflits fonciers. Les conflits liés à la gestion des ressources naturelles, les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Il y a d'autres conflits tels que les conflits liés à la chefferie par endroit, et d'autres conflits sociaux. La démarche de Beni Basigi, c'est une démarche participative. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons facilement dans ce qu'ils sont en train de faire.
Le projet Beni Bassigui est financé par l'instrument contribuant à la paix et à la stabilité de l'Union européenne. Nous restons à Sikasso et comme mentionné dans les titres, l'école de maintien de la paix à Alioune Blondin Beye accompagne la politique de l'État en matière de stabilisation et de développement socio-économique et culturel des communautés. C'est à travers la mise en œuvre du projet renforcement de capacité des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Sur financement de l'ambassade de la Norvège au Mali, le but est d'outiller les cibles du projet à mobiliser plus de fonds. Les précisions de Moussokoro Sérimé et Suleiman Bamba. Elles sont femmes de la société civile, forces de défense et de sécurité, membres du comité de suivi de l'accord, élus communaux et secrétaires généraux des mairies des communes de Diomatene, Kabouila, Kadjolo et Luluni dans la région de Sikasso, à bénéficier de cette session de renforcement des capacités axée sur la gestion des projets et la mobilisation des ressources. L'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye et son partenaire le cabinet Essen veulent par cette initiative contribuer au développement socio-économique et culturel des communautés. Nos braves femmes, aujourd'hui nos dames, nos mamans, nos sœurs, sont de moins en moins impliquées dans le processus de paix. Et à partir de là, on se dit qu'il ne s'agit pas forcément de les impliquer uniquement que dans des comités, mais il s'agit de voir à la base qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, qu'elles sont capables de mobiliser pour qu'on soit plutôt dans la prévention de la paix plutôt que dans la gestion de la paix. La session, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet RECAFEVEC, entend ainsi promouvoir la participation des femmes et renforcer leurs compétences et les opportunités en matière de leadership transformationnel, planification et budgétisation sensible au genre, prévention des conflits et médiation, stratégie d'identification des opportunités de financement des projets sont entre autres modules dispensés. Les activités du présent atelier sont un atout essentiel pour les initiatives de stabilisation, de réduction de la pauvreté, de relance économique, de développement communautaire et s'inscrivent en droite ligne des préoccupations des plus hautes autorités de notre pays. La session qui se tient jusqu'au 10 juin se fera en deux phases. Le projet RECAFEVEC est financé par l'ambassade de la Norvège au Mali. La journée des casques bleus a été célébrée à Tombouctou par une conférence pour expliquer le rôle et les missions des casques bleus. Une occasion mise à profit par le chef du bureau régional de l'aménagement pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui se sacrifient pour la paix, nous dit Najim Babasissé. Ensemble, réussir la paix, le partenariat, clé du progrès. C'est le thème de cette journée mondiale des casques bleus, célébrée autour d'une conférence sur le rôle des casques bleus. Cette journée, combien significative, donne l'occasion à la hiérarchie du système des Nations Unies de reconnaître et saluer l'engagement de ces hommes et femmes qui luttent pour la paix. Aujourd'hui, nous honorons le plus d'1 million de femmes et d'hommes qui ont servi dans les rangs des casques bleus des Nations Unies depuis 1948. Nous rendons hommage auprès de 4200 héros et héroïnes qui ont sacrifié leur vie pour défendre la paix. Le représentant du gouverneur, lui, mesure toute l'importance d'une telle journée et surtout le rôle des casques bleus dans la stabilisation dans une région à multiples défis comme Tombouctou. Les casques bleus que vous êtes œuvrent également pour garantir que les femmes participent au processus de paix, à la vie politique et au service de gouvernance. L'ONU dirige aujourd'hui 16 opérations de maintien de la paix situées aux 4 coins du monde, dont l'aménagement. En prélude à cette journée, les casques bleus avaient procédé à une journée de consultation et de don de médicaments gratuits dans la ville de Tombouctou. Tenue de la deuxième édition de la semaine régionale à Goundam. Le président de la commission d'organisation, le commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou, a dressé le bilan financier et matériel au public. La remise du drapeau aux autorités administratives du cercle de Niafunké et des équipements sportifs aux différents cercles ont été quelque temps forts, suivis par Yeya Tandina et Ahmed Maouloud Tandina. C'est en présence de plusieurs personnalités de la région, délégués des cercles, autorités administratives, politiques et militaires, que le chef de l'exécutif régional a dressé le bilan de la deuxième édition de la semaine tournante tenue à Goundam du 20 au 24 mai, région de Tombouctou. Cette cérémonie a été aussi marquée par le bilan financier.
l'organisation locale, les forces de faiblesse et la mobilisation sociale. J'affirme sans détour que l'édition 2021 de Gundam a été une grande réussite. Vous avez mouillé les maillots et je suis satisfait de vous, chers chefs des services régionaux, qui aviez effectué le déplacement de Gundam pour nous épauler tout au long des 5 jours de la célébration de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. J'ai dit sans détour, j'ai confiance. Niafunke. Niafunke va, ensemble avec nous tous, Niafunke va relever les défis. La remise des médailles, des équipements sportifs et le drapeau de la semaine au préfet de Niafunke pour l'organisation de la 3e édition prévue en septembre prochain ont mis fin à la cérémonie. Le centre Adaoula contribue à l'insertion socio-économique des jeunes filles à Gao. De sa création à aujourd'hui, le centre a mis sur le marché du travail 125 filles déscolarisées formées en agroalimentaire, tresse traditionnelle, coupe, couture et teinture. Rakia Toutouré pour les détails. Cette 5e promotion du centre Adaoula est riche de 30 filles déscolarisées et non scolarisées de Gao. La formation, qui a duré 2 ans, a concerné plusieurs corps de métier. Il s'agit de l'agroalimentaire, les tresses traditionnelles, la coupe-couture et la teinture. Ces jeunes filles sont déterminées à s'imposer sur le marché de l'emploi. Je suis heureuse d'avoir mon diplôme. On était à la maison assis et préparés. On ne trouve rien dans ça. Je dois partir dans un atelier. Je fais la couture. Le centre a formé au total 125 filles de sa création à nos jours. L'occasion est donc opportune pour les administrateurs du centre de témoigner de l'accompagnement des encadreurs et de la disponibilité des apprenantes. Je leur conseille de ne pas briser les bras, de ne pas aller se coucher, d'aller travailler pour qu'elles puissent s'épanouir. Nous avons joué notre rôle. On demande aux autorités et aux ONG d'aider ces filles. Avec des kits, elles ont aujourd'hui l'aptitude d'exercer les métiers qu'elles ont appris. La remise symbolique des attestations, les prestations artistiques et culturelles, un sketch mettant l'accent sur les difficultés liées à la scolarisation des filles, les démonstrations des apprenantes ont meublé la cérémonie. Sori Were est nommé chef de Kalidougou 3, un nouveau village qui vient d'être créé de façon consensuelle dans la commune de Kifosso, cercle de Yorosso. La cérémonie d'intronisation a été marquée par la présentation de l'arrêté de création du village et la décision de nomination du tout nouveau chef au public venu nombreux. Sori Were a reçu ces documents des mains du maire de la commune de Kifosso en présence des chefs de village de Kalidougou 1 et Kalidougou 2. Les précisions de Brahima Koni. Kalidougou, un village de la commune de Kifosso dans le cercle de Yorosso, évolue démographiquement et démocratiquement à grands pas avec la création de Kalidougou 3. De façon consensuelle, Sori Were est nommé chef du tout nouveau village. Étaient présents à la cérémonie d'intronisation de ce dernier les imams, les représentants de l'association des chefs des villages de la commune de Kifosso, parmi lesquels ceux de Kalidougou 1 et Kalidougou 2. Je demande au projet de m'appuyer pour quand même pouvoir réaliser ces projets que je pense y faire. Je lance un appel de cohésion quand même qu'on puisse s'attendre pour vivre ensemble parce que c'est terre que nous unit. L'arrêté de création de Kalidougou 3 et la décision de nomination de son nouveau chef ont été présentés au public venu nombreux. La remise de ces documents à Sori Were était l'un des temps forts de cette cérémonie d'intronisation. Il y avait une convention entre le village Kalidougou 2 et le quartier Moukoussou, qui faisait partie aussi de Kalidougou 2. Donc maintenant, cette convention a été réalisée cette année. Maintenant, quand le village de Moukoussou a vu qu'ils ont la population qui leur permet vraiment de créer le village, donc maintenant ils ont demandé vraiment de créer leur propre village. Kalidougou 3 est né avec des défis à relever. Il s'agit notamment de la construction d'un château d'eau, des infrastructures scolaires et sanitaires. Ce journal se referme. Ne décrochez pas, restez en compagnie des programmes de ORTM1. À demain, plaise à Dieu.